Bon appétit, Patrick! Là, on apprend qu'une production secrète d'anthrax a été menée durant la Seconde Guerre mondiale à Gros-Île, à Montmagny. À la fin du projet, cette production d'anthrax a été jetée dans le Saint-Laurent. Puisque les spores d'anthrax peuvent survivre une centaine d'années, que la population est inquiète, les biologistes voudraient avoir plus de détails sur ce déversement pour enquêter. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut nous indiquer où exactement la production d'anthrax a été jetée dans le Saint-Laurent? L'honorable secrétaire parlementaire. Well, thank you, Mr. Speaker. I thank the member for the question. I will get back on the specifics on that. But the member well knows that this government is committed to clean water for all Canadians. Mr. Speaker, our plan includes investments in monitoring science, cleanup problems, as well as building partnership for protecting fresh water for all Canadians, Mr. Speaker. We need his support. We need support from all members of this Parliament to clean up the mess created by the previous Liberal government. Order. I would like to draw to the attention of honorable members. Depuis quelques jours, la Sibérie fait face à une épidémie d'anthrax, appelée communément maladie du charbon. Un garçon de 12 ans est décédé samedi. Il faisait partie d'une famille d'éleveurs nomades de rennes. L'armée russe a été envoyée dans la région pour organiser des évacuations. 90 personnes ont été infectées, plus de 2000 rennes sont morts. Théoriquement parlant, il y avait assez d'anthrax à Gros-Île pour détruire 30 fois la population mondiale de l'époque. Bienvenue à Grand Reportage. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs pays se sont lancés dans la fabrication d'armes chimiques. C'est à Gros-Île, dans le Saint-Laurent, au Québec, que des scientifiques canadiens ont massivement produit de l'anthrax, ou bacille du charbon, une bactérie dangereuse mais idéale pour la fabrication de bombes bactériologiques. Tout aurait été détruit après la fin de la guerre, mais est-ce vraiment le cas? Des militaires et des scientifiques qui jusqu'ici avaient gardé le silence lèvent aujourd'hui le voile sur un pan de notre histoire. Il y avait 3 grands secrets durant la guerre. La recherche sur la bombe atomique, le décryptage des messages allemands et troisièmement, la mise au point d'une arme biologique. Et c'est cette production qui a commencé ici. Cette histoire, elle commence à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne envahit l'Europe. La France tombe en juin 1940. Les Anglais se replient en catastrophe. 4000 avions allemands vont bientôt bombarder Londres. Au-delà des ravages des bombardements, les Britanniques appréhendent une attaque nazie à l'arme biologique. Déjà, des articles de journaux avaient bouleversé l'opinion publique en affirmant que les Allemands possédaient ces armes. Au Canada, un scientifique est lui aussi convaincu que l'Allemagne nazie s'apprête à se lancer dans une guerre de microbes sans précédent. C'est Frederick Banting, prix Nobel de médecine pour son rôle dans la découverte de l'insuline. Il deviendra l'un des hommes les plus influents dans la mise en place des programmes de guerre biologique des Alliés. Dès 1939, il rencontre de hauts responsables britanniques. Il tente de les convaincre de se doter d'armes biologiques. Ce que peu de gens savent, c'est que la guerre biologique doit en partie son origine au génie de Sir Frederick Banting, l'homme qui a découvert l'insuline. C'est assez ironique d'ailleurs. L'homme qui a contribué à sauver des millions de vies grâce à l'insuline, qui a gagné le prix Nobel, est aussi celui qui a poussé pour la recherche sur la guerre biologique. C'est un grand patriote qui, en tant que médecin, a été témoin des ravages de la guerre chimique sur les soldats lors de la Première Guerre.
Au Canada, Banting a déjà persuadé le Conseil national de la recherche d'aller de l'avant. Des études secrètes sur les agents de guerre biologiques sont en marche dans les universités canadiennes. Mais elles manquent de fonds. Banting va convaincre des hommes d'affaires de financer directement la recherche militaire. Parmi eux, Samuel Bronfman, propriétaire de la distillerie Seagram et président du Congrès juif canadien, et John David Eaton, propriétaire de la chaîne de magasins Eaton. Ils donnent chacun $250 000, une somme colossale pour l'époque. En retour, ils sont autorisés à assister aux réunions secrètes sur la recherche militaire, y compris celles sur les armes de destruction massive. Samuel Bronfman assistera personnellement à toutes ces réunions. Depuis les tout débuts, tout était top secret. Et le financement disponible devait passer par ce qu'on a appelé le Fonds Père Noël. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pris part au secret. Ils ont pu assister aux réunions parce que c'était leur argent qui finançait la recherche sur l'anthrax et les armes de guerre biologiques. Et ils assistaient aux réunions à tous les mois. Ils étaient au courant de l'un des plus grands secrets de la guerre. Mais ils n'en ont jamais parlé à qui que ce soit. Pas un mot. Les recherches vont s'accélérer dans des laboratoires universitaires. Banting multiplie les expériences sur des agents de guerre chimiques, dont le gaz moutarde. Il fera d'ailleurs un essai sur lui-même, une expérience qu'il regrettera. Banting veut trouver l'arme qui freinera l'armée nazie. Il en fait son obsession. Il écrit d'ailleurs dans son journal personnel: « Nous devons tuer 3 ou 4 millions de jeunes Allemands, sans merci, sans pitié. Il est de notre devoir de les éliminer. » Frédéric Banting ne mettra jamais son plan à exécution. Il meurt dans un accident d'avion à Terre-Neuve en février 1941. Il était en route pour Londres. Il voulait faire accélérer la recherche sur la guerre biologique. L'attaque japonaise de Pearl Harbor en décembre 1941 plonge les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale et relance le débat sur la guerre biologique. Les Japonais mènent des expériences terrifiantes dans ce domaine en Mandchourie. Peste, typhus, choléra et anthrax feront des milliers de victimes. Les Japonais ont été pris la main dans le sac d'avoir fait, eux, des attaques bactériologiques en Chine. Donc là, on se dit, puisque les Japonais le font, ils ont dû en parler aux Allemands et on peut avoir cette crainte. Des craintes toutefois non fondées, selon des recherches récentes dans les archives allemandes. L'Allemagne nazie n'était en aucune façon préparée pour une guerre biologique. Évidemment, il existait des mesures de défense et de prévention contre une attaque du point de vue médical. Ils étaient très préparés. Nous avions des vêtements de protection, des vaccins, mais il n'y avait aucune préparation pour une offensive biologique. Hitler l'avait interdit en 1942. Même si l'armée allemande, les officiers et les militaires avaient essayé de changer son avis à plusieurs reprises, Hitler avait formellement refusé toute activité dans ce secteur. À Berlin, d'autres experts arrivent à la même conclusion. Les Alliés étaient plus avancés que les Allemands, parce qu'ils croyaient que les Allemands étaient plus avancés.
Les recherches des Canadiens, des Britanniques, des Américains et même des Russes dans ce domaine étaient clairement en réaction aux activités présumées de l'Allemagne. Les Britanniques sont persuadés du contraire. Ils mettent sur pied un laboratoire secret au centre de recherche militaire de Porton Down, près de Londres. C'est là que va naître le projet N, le nom de code militaire pour l'anthrax. Une première opération de nature offensive est planifiée à partir de 1942, l'opération Végétarien. Objectif, utiliser l'anthrax pour détruire le bétail de l'ennemi. L'Angleterre produira 5 millions de gâteaux contaminés. Mais le projet n'ira pas plus loin. L'armée doute de son efficacité sur le terrain. Les militaires veulent une arme plus directe sur l'humain pour freiner l'armée allemande. L'ordre est donné de tester une bombe à l'anthrax. Le lieu est choisi, Greenard, une petite île inhabitée au nord-est de l'Écosse. Les scientifiques vont expérimenter l'anthrax sur des moutons. Après 3 jours d'exposition à la bactérie, toutes les bêtes sont mortes. L'expérience démontre l'efficacité redoutable de l'anthrax. Mais le succès militaire tourne bientôt à la catastrophe. Toute l'île est contaminée. Des spores d'anthrax parviennent même jusqu'à la côte, décimant des troupeaux entiers. Les Britanniques vont donc chercher un endroit mieux isolé pour poursuivre les expériences. Ils se tournent vers l'une de leurs anciennes colonies, le Canada. Un scientifique canadien de l'Université Queen's, Guilford Reed, travaille déjà sur ce nouveau type d'arme. Les recherches sont coordonnées par 2 professeurs de l'Université McGill à Montréal. Otto Maass, du département de chimie, et E.G.D. Murray, du département de microbiologie. Murray dirige le M1000, un comité secret du Conseil national de la recherche. Il va convaincre les États-Unis de se lancer eux aussi dans la recherche sur les armes biologiques. Murray, je pense, a fait du très bon travail. Sa première rencontre s'est déroulée, je crois, en 1942. Il s'est rendu à Baltimore et à Washington. Il a parlé aux représentants du département de guerre. Il les a convaincus que c'était un programme de coopération qui en valait vraiment la peine. Alors, on a été de l'avant. Fin avril 1942, le gouvernement américain autorise secrètement la mise sur pied d'un programme de guerre biologique. Sa priorité, développer un vaccin contre la peste bovine. Ce virus pourrait décimer le bétail s'il était introduit en Amérique du Nord par l'ennemi. De leur côté, Britanniques et Canadiens veulent poursuivre le développement de l'anthrax comme arme de destruction massive. Ces délicates recherches avec des agents mortels commandent un lieu stratégique et secret. À la 2e réunion du comité M1000, les membres ont dressé une liste des agents biologiques les plus menaçants. Le secrétaire d'État américain, Henry Stimson, avait déjà affirmé que la peste bovine constituait la menace la plus grave pour l'Amérique du Nord. Un point de vue que partageaient Murray et Charles Mitchell, le chef vétérinaire canadien. Le comité a donc aussitôt discuté d'un endroit pour mener les recherches. Et le nom de Grosse-Île a été mentionné.
Pour Mitchell, toutefois, cette île était située trop près de la ville de Québec et elle n'était pas assez isolée. Grosse-Île n'est qu'à 4 milles de la côte. Selon Murray et Mitchell, il faudrait une distance de 50 milles pour éviter tout risque de propagation. Mais les dissidents se rallient finalement à la majorité. L'entente secrète Canada-États-Unis est finalement conclue au château Frontenac de Québec en juillet 1942. Les Américains assument les 3/4 des dépenses et vont y affecter certains de leurs meilleurs chercheurs. Grosse-Île devient alors officiellement la War Disease Control Station, l'un des endroits les plus secrets de la Seconde Guerre mondiale. Grosse-Île était déjà dans la mire des militaires en 1939. On voulait en faire un camp de prisonniers de guerre, comme en fait foi ce document d'archives. La signature de l'entente canado-américaine allait toutefois modifier ces plans. Il s'agit d'un tournant important dans l'histoire de Grosse-Île et des habitants de la région. L'île de la Quarantaine, où transitèrent des dizaines de milliers d'immigrants au 19e siècle, devient l'île interdite. Grosse-Île sera divisée en deux parties. L'ouest de l'île pour le projet R, R pour Rinderpest, la peste bovine, et l'est pour la production d'anthrax, c'est le projet N. On y retrouve une trentaine de chercheurs. La sécurité de l'île est assurée par une centaine de soldats, dont André Williams. Là, en arrivant, premièrement, aussitôt qu'on a débarqué, là on s'est mis en rang, tous ceux qui débarquaient. Là, ils nous ont emmené un pamphlet, faites lire un pamphlet. Là, vous faites partie du Top Secret Service. Fait que le type, le chose de l'île, c'est la War Disease Control Station. J'ai encore la chose ici. Quand on se faisait à barbe, c'était marqué « If you talk too much, this man may die ». Si vous parlez trop, cet homme fait mourir. Ben là, c'est votre patron qui avait dans le miroir. Mais il était très défendu de parler quoi c'est qui se passait là. Seul le ministre et quelques hauts fonctionnaires avaient le droit de savoir ce qui s'y passait vraiment. Le premier ministre aurait pu le savoir, mais il manifestait peu d'intérêt dans les affaires de la guerre. C'est dans ce climat de secret que vont travailler les premiers chercheurs. My job was to assist a Major Walker. À cette époque, mon travail était d'assister le Major Walker. Nous devions préparer un vaccin et aussi le produire en quantité suffisante pour l'envoyer outre-mer en cas d'une attaque des Allemands avec un virus. Ce travail s'imposait car on avait entendu dire que l'Allemagne se préparait à une attaque de type biologique. Il y avait un mystère entourant cette île, et même un mystère pour ceux qui travaillaient sur cette île. Car seuls les scientifiques de l'île avaient le droit de savoir ce que nous faisions, sur quels microbes nous travaillions et quels dangers nous encourions. Les Américains estimaient que le bétail était vulnérable à la peste bovine. Et il est intéressant de noter que les Allemands avaient aussi cette crainte, que leur bétail était vulnérable advenant une attaque des Alliés à la peste bovine. Ils craignaient que nous développions ce virus comme arme offensive. Les Allemands avaient de bonnes raisons de se méfier, car en 1943, des scientifiques canadiens ont en effet proposé d'utiliser la peste bovine comme arme offensive pour tuer le bétail ennemi. Un tel projet comporte toutefois un risque de propagation du virus en Amérique du Nord. Les Américains s'en inquiètent et rejettent l'idée, du moins pour le moment. Les recherches en laboratoire sont dirigées par Richard Shope du Rockefeller Institute. Il s'entoure de jeunes scientifiques particulièrement doués.
Ils m'ont envoyé chercher une nouvelle souche de virus qui avait été prélevée en Inde, je crois. Je devais me rendre à Washington et ramener l'échantillon à Gros-Île. Je devais aussi faire des autopsies d'animaux. On utilisait les organes de ces animaux morts afin de cultiver un vaccin que l'on souhaitait efficace. Les militaires chargés de la sécurité trouvaient curieux que les scientifiques doivent constamment prendre des douches et même travailler nus. En travaillant nus, les scientifiques voulaient éviter tout risque de contamination. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'île, une dizaine de chercheurs canadiens commencent leurs travaux sur l'anthrax. Vous savez, l'anthrax a été choisi d'abord parce qu'il résiste aux explosions. On peut ainsi utiliser des spores d'anthrax et les charger dans des bombes. Lors de l'explosion, l'anthrax se répandra ainsi autour de l'impact. La deuxième raison pour laquelle on a choisi l'anthrax, c'est parce qu'il est susceptible à la pénicilline. La pénicilline, c'est un nouveau médicament que produisait massivement le Canada. Et enfin, la troisième raison, c'est que la meilleure arme biologique, c'est celle pour laquelle vous disposez d'un antidote, mais bien sûr, pas l'ennemi. La part du Canada qui faisait partie des forces alliées était de produire le chargement, le charbon bactérien qui aurait fait partie de cette arme-là. Et le but qui avait été établi, c'était une production d'environ 120 kilos par semaine. 120 kilos, c'était la quantité jugée nécessaire pour la production de 1500 bombes à l'anthrax. 1500 bombes par semaine. Un objectif très ambitieux. Imaginez des piles et des piles de plateaux entassés dans ces chambres d'acier. C'est là qu'on cultivait l'anthrax. Les techniciens devaient travailler à l'intérieur, probablement la porte fermée. Ils portaient un masque à gaz pour se protéger des spores d'anthrax. Vous pouvez imaginer que les conditions de travail étaient horribles. L'équipement de Gros-Île, qui date du 19e siècle, est désuet. Les autoclaves ne sont pas suffisamment étanches et ont besoin de réparation. Plus inquiétant encore, certains travailleurs tombent mystérieusement malades. Le 7 août 1943, E.G.D. Murray du comité M1000 est très inquiet. Il écrit à Thomas: « Cher Dr. Maas, je viens d'apprendre par le colonel Cameron que le major Walker est hospitalisé à Québec et qu'il souffre d'une fièvre mystérieuse. Le colonel Cameron n'était pas en mesure de me donner plus de détails et il ne connaît pas non plus le diagnostic. Il est de la plus grande importance de régler ces questions de façon immédiate et il est très inquiétant que je ne sois pas informé des développements. » Murray demande aussi à ce que le responsable du projet N, le major Richard Duthie, subissent un examen préventif dans les plus brefs délais. D'autres cas de fièvre mystérieuse sont aussi rapportés. Les registres officiels qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui font bien peu état des préoccupations et des conditions difficiles de production de l'anthrax. Certains documents produits à l'époque demeurent introuvables, notamment tous les rapports mensuels du projet N. Toutefois, le rapport final, obtenu par la loi sur l'accès à l'information, fait état de 2 cas de contamination à l'anthrax. Les victimes sont des techniciens. À 94 ans, Thomas Stovall se rappelle clairement de cet incident. J'ai entendu dire qu'ils étaient malades, très malades, et que des tests avaient confirmé leur infection à l'anthrax.
De mémoire, je crois qu'ils ont aussitôt été envoyés en isolement dans un hôpital de Québec. Isolation in Quebec. We didn't let people know. Nous n'avons pas soufflé mot de cet incident. Personne ne devait savoir. Seuls les scientifiques étaient au courant parce que nous partagions le même dortoir. Le responsable du projet N à Gros-Île, le major Richard Duthie, est préoccupé par la situation. Il en fait part à ses supérieurs, en vain. Il était très inquiet et en principe le projet aurait dû être abandonné purement et simplement. Mais le professeur Murray s'y opposait. Il voulait démontrer aux Américains et aux Britanniques que les scientifiques canadiens étaient aussi bons qu'eux, si ce n'est meilleurs. Il a nié que la situation était grave, comme le suggérait le docteur Doté. 1943. L'Allemagne continue de dominer en Europe. Le débarquement raté des Alliés à Dieppe a sapé le moral des troupes. De l'autre côté de l'Atlantique, les sous-marins allemands sont de plus en plus présents dans le golfe Saint-Laurent. Une situation qui préoccupe constamment les autorités de Gros-Île. Les militaires ont d'ailleurs établi un poste de surveillance sur le point le plus élevé de l'île. Le soir, on donne pas tranquille. Parce que souvent, par les nouvelles, ben là, on disait qu'il y avait des Allemands qui étaient rendus à Toronto, il y avait des Allemands qui étaient rendus à l'île Sainte-Hélène. On dit, ben, comment ça se fait qu'ils ont passé ici? Il faut qu'ils passent là. Fait que là, ben, on disait, ben, s'ils viennent à bout de savoir qu'est-ce qui se passe sur l'île, on court une chance qu'ils nous sauvent. En 1943, une nuit d'automne, c'est l'alerte. Fait qu'à 3 heures du matin, une belle automne, là, frisquait un peu. Là, ben, il y avait les téléphones qui sonnaient dans toutes les huttes, dans toutes les résidences de ce qu'on était. Là, ben, 2 coups, 3 coups, mais ça sonnait partout. Fait qu'à 3 heures du matin, ben, ça a été moi qui ai été appelé. Fait que là, ben, c'est le colonel américain puis canadien. Il dit, va au quartier-maître tout de suite, rassemble le plus de monde possible. Il dit, un sous-marin allemand, il dit qu'il se promène dans les alentours. Faut de tabarouette, là, j'ai encore la chair de poule. Fait que là, ben, les gars n'avaient même pas pris le temps de s'habiller. Ils s'habillaient sur le bord de l'eau. Ce sera finalement une fausse alerte. Aucun sous-marin allemand n'est repéré. Cette crainte permanente de sabotage est toutefois justifiée, car les services militaires allemands ont en effet eu vent des travaux des Canadiens sur les armes biologiques. En 1941, les premiers rapports du ministère de la Défense, et aussi ceux du contre-espionnage allemand, indiquaient que le Canada, avec l'Angleterre, faisait des tests au Canada avec des armes biologiques. Les sous-marins allemands opéraient devant les côtes de l'ennemi. C'était d'ailleurs le cas en Atlantique. Dès que les bateaux quittaient les ports, on tentait de les torpiller pour les faire couler. Mais en même temps, les sous-marins étaient là pour déposer des espions sur les côtes de l'ennemi. Ça se passait au Canada et aux États-Unis, et surtout dans le fleuve Saint-Laurent. Ce sera le cas à la fin de 1942. Un espion allemand, Alfred von Janowski, est déposé en Gaspésie par un sous-marin. Il est arrêté dans un train près de Québec, avec dans ses valises argent et radioémetteurs. C'est dans cette atmosphère de tension que se poursuit la production d'anthrax à Gros-Île. L'isolement de l'île en hiver est un autre problème. Il rend difficile l'envoi d'échantillons d'anthrax à d'autres laboratoires alliés pour en évaluer la virulence. Ces bactéries mortelles étaient placées dans des cruches recouvertes d'osier. Pour les résidents de Montmagny, Gros-Île demeurait un mystère. Certains craignaient même d'approcher les militaires qui venaient à la ville en permission. Il y avait peur de nous autres comme il y avait peur de la peste. Fait que c'était dangereux de nous approcher parce que on pouvait être contaminé. Ils savaient pas ce qui se passait là. Mais ils savaient qu'il y avait des expériences. Mais quelle expérience?
Quelques semaines après le débarquement de Normandie, les Allemands ripostent en utilisant une nouvelle arme, les fusées V1. Pour le premier ministre britannique Winston Churchill, la guerre est loin d'être gagnée. Les Alliés ont toutes les raisons d'être inquiets. Churchill commande alors à son état-major d'accélérer le projet N. Il souhaite obtenir 1,5 million de bombes à l'anthrax. Oui, Churchill ne se soucie pas de la question morale. Même très explicitement, il demande à ses chefs militaires dont il requiert l'avis de ne pas s'occuper de considérations morales. Et il le dit dans des termes à la fois comiques et méprisants. Ne jouez pas aux vieilles filles qui chantent des cantiques, etc. C'est ça. L'état-major britannique esquisse alors un plan d'attaque, une véritable opération de terreur biologique. On veut utiliser ces centaines de milliers de bombes à l'anthrax pour éliminer les populations de 6 villes allemandes. Et la Chapelle, Wilhelmshaven, Stuttgart, Francfort, Hambourg et Berlin. À Grosse-Île, toutefois, les problèmes de production d'anthrax se multiplient. Le major Doughty s'inquiète de la présence des mouches dans le laboratoire. Plusieurs documents d'archives font référence à la présence de mouches sur les plateaux d'anthrax. Murray est furieux en lisant ce rapport. Il lui répond: « Cette histoire ne tient pas debout. Il est complètement inapproprié de soulever cette question à un moment aussi critique, alors que vous n'avez aucune preuve. Attrapez des mouches dans le laboratoire, vérifiez si elles sont porteuses de germes d'anthrax et faites-moi un rapport. » Le problème avec les mouches, c'est qu'elles vont partout. Elles peuvent se poser sur votre nourriture, sur vos vêtements. Elles peuvent se poser sur vous. Et si elles transportent de l'anthrax, ça devient très dangereux. Mais il n'y a pas que les mouches qui inquiètent le major Doughty. Il soupçonne une fuite d'anthrax dans la pompe d'évacuation du laboratoire. Une fuite qui pourrait contaminer l'ensemble de l'île et tout le personnel. Le major Doughty avisa Murray qu'il y avait contamination en provenance de l'usine d'anthrax et que la situation exigeait des mesures immédiates. Mais à ce moment-là, les autorités canadiennes n'avaient pas envie d'investir davantage à Grosse-Île, parce qu'on était sur le point de mettre fin aux opérations. Selon moi, ils ont vraiment tourné les coins ronds. Cela voulait dire un risque élevé de fuite d'anthrax. Et il a bel et bien eu une fuite d'anthrax. Quelques jours plus tard, Richard Doughty démontre par des tests sur des animaux que la pompe d'évacuation est bel et bien contaminée à l'anthrax. Pendant ce temps, l'armée canadienne teste de nouveaux types d'armes à la base expérimentale de Suffield en Alberta. Les Alliés prévoient y tester la nouvelle bombe à anthrax. Murray se montre d'abord favorable. J'ai discuté avec le Dr Cameron. Il ne s'opposera pas aux essais que nous désirons mener avec l'anthrax à Suffield. Par précaution, il faudra cependant ériger une double clôture autour du champ d'essai, probablement 5000 carrés. Mais plus tard, craignant un dérapage, Murray s'y oppose. Je suis en désaccord avec ces tests s'ils sont menés par des gens qui n'ont ni l'expérience ni l'entraînement requis. Ces tests ont été simplifiés par mesure d'économie. Ils font peser des risques inutiles, et encore davantage s'ils sont laissés entre les mains de personnes inexpérimentées. Les experts redoutent une contamination à l'anthrax comme celle survenue à l'île Grenard. Des tests étaient bel et bien prévus à Suffield, mais selon le ministère canadien de la Défense nationale, ils auraient été annulés à la dernière minute. En août 1944, Murray ordonne au major Doughty de mettre fin à l'opération.
mais de laisser tout en place pour qu'elle puisse être réactivée si nécessaire. Il lui demande aussi d'aller porter un échantillon d'anthrax à Washington afin que les Américains puissent examiner la qualité des spores qui ont été produites. Cette production totalise maintenant 439 litres d'anthrax, nettement moins que l'objectif initial. D'après des spécialistes consultés, ces 439 litres représentent néanmoins 70 milliards de doses mortelles. Théoriquement parlant, il y avait assez d'anthrax à Grosse-Île pour détruire 30 fois la population mondiale de l'époque. À la mi-septembre 1944, c'est la deuxième conférence de Québec. Le premier ministre Mackenzie King accueille ses homologues Roosevelt et Churchill. Malgré sa présence lors des photos officielles, King ne participera pas aux discussions sur les stratégies des Alliés. Roosevelt s'y oppose. Le premier ministre canadien est pour l'instant préoccupé par son projet de loi qu'il s'apprête à voter pour imposer la conscription, ce à quoi s'oppose le Québec. Quant au projet N, les gouvernements québécois d'Adélard Godbout et de Maurice Duplessis seront tenus dans la plus complète ignorance. Les décisions sur les armes biologiques et les expériences à Grosse-Île se prennent ailleurs. En coulisses, les stratèges militaires américains et britanniques ont déjà décidé des suites à donner au projet N. Les États-Unis ont entrepris depuis quelques mois leur propre programme de production massive d'anthrax dans les nouveaux laboratoires militaires de Fort Detrick au Maryland et de Vigo en Indiana. Les États-Unis comprennent alors qu'ils sont désormais les grands producteurs d'armes de cette guerre et qu'ils sont les mieux placés pour fabriquer ces armes de guerre biologiques. C'est à ce moment qu'est venue la commande pour produire 1 million de bombes à l'anthrax. Seules 5000 bombes d'anthrax seront finalement produites et envoyées en Angleterre. La reddition de l'Allemagne en mai 1945 et la mise au point de la bombe atomique vont mettre fin à ce projet d'utilisation de l'anthrax comme arme de destruction massive. L'aventure canadienne sur l'anthrax à Grosse-Île aura duré près de 2 ans, une histoire qui demeure encore nébuleuse. Beaucoup d'archives que nous avons consultées tout au long de cette enquête sont incomplètes, biffées ou pire, absentes. Il y a certains documents qui ont été perdus, puis c'est une malheureuse chose parce que les documents existaient encore au début de l'année 1990 et lors d'un déménagement de la bibliothèque centrale de RDDC, ces documents-là avaient été emboîtés pour les déménager à la nouvelle bibliothèque et par accident, certains de ces rapports-là qui traitent malheureusement de l'histoire de Grosse-Île ont été envoyés dans les déchets. C'était une erreur malencontreuse. Le secret entourant ces expériences suscite encore des questionnements de la part des scientifiques. Le docteur Maurice Boissineau, chercheur en infectiologie à l'Université Laval, s'interroge sur ce qu'il est advenu de la production d'anthrax à Grosse-Île. Ce qui me questionne bien plus, c'est pas tellement la façon de produire, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ça. Est-ce qu'on s'en est débarrassé de façon appropriée ou on a dompé ça dans un trou ou dans le fond de l'océan? Thomas Stovell, l'un des chercheurs de l'époque, nous donne sa version des faits. Le laboratoire était juste ici, près du quai. C'est moi qui ai nettoyé le laboratoire d'anthrax après la guerre. On m'a choisi parce que j'avais de l'expérience avec les bactéries. Ils avaient besoin de quelqu'un pour stériliser le laboratoire et laver le plancher avec des produits chimiques. J'ai dû revêtir une combinaison et un masque avant d'y entrer. Il me faisait confiance pour détruire tous les germes. Il fallait qu'il ne reste plus de traces, plus rien après.
Quant à la production d'anthrax, ils l'ont amené au milieu du fleuve Saint-Laurent. Puis, je me souviens, ils ont mélangé l'anthrax à un solvant et ont laissé le mélange reposer quelque temps. Puis, ils ont jeté tout ça au fond de l'eau. Ces révélations soulèvent de nombreuses questions, surtout lorsqu'on sait que les spores d'anthrax peuvent survivre dans les pires conditions pendant plus de 100 ans. Le Canada, comme d'autres pays, doit faire la lumière complète sur ces travaux. À mon sens, garder le secret aujourd'hui sur les activités de guerre biologique canadienne des années 50-60 n'a plus de sens. Dans l'approche canadienne, c'est qu'elle est très comparable à l'approche française. C'est-à-dire que je pense que c'est deux pays qui n'ont pas forcément beaucoup de choses à se reprocher, mais qui se sont laissés entraîner dans une culture du secret et du mensonge dont il est toujours très difficile de sortir. Je pense que tout le monde est capable de comprendre le contexte dans lequel ces travaux ont été menés et que ce n'est pas une question ni de culpabilité, ni de morale, mais c'est simplement, maintenant, ça fait partie de l'histoire, de notre histoire, de l'histoire des Canadiens, l'histoire des Français, et qu'à ce titre, les Canadiens ont le droit de connaître leur histoire. Tout le monde devrait libérer les archives de cette époque, parce que c'est seulement quand nous connaissons toute la vérité que nous n'avons plus alors à nous fier aux spéculations. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons apprendre pour le futur, et sans la vérité historique, nous ne pourrons pas y arriver. Les secrets militaires, on ne les dévoile que quand on y est obligé. Et si, par exemple, il y a eu des batailles où on a dévoilé son jeu, bon, après, il n'y a pas tellement de raisons de cacher les archives ou d'empêcher les témoins de parler. Ça devient de l'histoire très vite. Mais des projets qui n'ont pas été matérialisés, qui pourraient resservir un jour, et il ne faut pas oublier qu'on a très vite la guerre froide, où des deux côtés, on va joyeusement préparer ce genre de choses. C'est d'ailleurs le cas du Canada, qui, malgré la fin de la Deuxième Guerre mondiale, poursuit toujours à Grosse-Île ses recherches pour développer des armes de guerre biologique. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a été question à diverses reprises d'utiliser la peste bovine à des fins offensives. C'était une possibilité théorique à ce moment-là. Et au début de la guerre froide, la recherche à Grosse-Île a été réactivée. Les chercheurs ont à nouveau étudié la peste bovine, d'abord pour développer un vaccin plus efficace, et par la suite pour tester la capacité offensive de ce virus en tant qu'arme, advenant une attaque contre l'URSS. Pour les descendants des travailleurs de la station de contrôle des maladies de guerre, toute cette histoire demeure encore bien incomplète. Je dirais que dans la région, la plupart des gens savent qu'il y a eu des expériences à la Grosse-Île, mais ils ne savent pas quelle était la teneur de ces expériences-là. Un des secrets les mieux gardés d'Amérique, je pense que c'est vrai, parce qu'il n'y a vraiment rien qui est sorti de l'île, vraiment, à part quelques anecdotes.